Il y a plusieurs choses d'intérêt pour faire cette entrevue avec cet analyste politique et puis auteur, évidemment, parce que donc il a posé un regard très pertinent, même un an plus tard avec cette première vague, ces premiers jours de la pandémie. On y est d'ailleurs presque jour pour jour à un an là, qu'on vient de traverser de cette pandémie. Ce livre, Le printemps le plus long, au cœur donc des batailles politiques contre la COVID-19. En plus, c'est un Lavallois d'origine. Alec Castonguay, merci d'être avec nous. Bonjour. Fierté, orgueil de Hauteuil. Ouais, moi qui ai grandi à Laval, à Hauteuil, j'ai étudié à Laval, j'ai fait mon primaire, mon secondaire. Je suis déménagé comme bien des gens quand je suis allé à l'université, mais j'ai grandi à Laval. Mes parents y ont habité très longtemps. Donc oui, je suis un petit gars de Laval, effectivement. Puis vous avez été bien servi avec la politique municipale à Laval dans les dernières décennies. Fait que ça... Ouais, ben, moi, quand j'étais là-bas, il se passait pas grand-chose. C'était Gilles Vaillancourt qui était maire et qui l'a été pendant tellement longtemps. Il y a un petit peu plus d'action depuis que j'ai quitté, mais je pense que c'est un hasard. on va poser un regard. Je vais éviter ce dossier-là. Je vais y aller sur un autre dossier. Celui-là, donc, évidemment, de votre livre. Et ce qu'on comprend, c'est que avant mars 2020, donc, avant les premiers balbutiements et l'arrivée de la pandémie ici au Québec, au Canada, disons qu'on aurait pu peut-être atténuer les effets de la pandémie, les décisions qui n'ont pas été prises finalement. Est-ce qu'on peut dire que les autorités de la santé publique ou le gouvernement ont peut-être manqué un peu de vigilance ou ont sous-estimé l'impact de la pandémie? Alors, clairement, sous-estimer l'impact. On n'est pas les seuls. Vous allez me dire, il y a beaucoup de pays occidentaux qui se sont retrouvés très surpris au mois de mars par la virulence du virus. Et avant, c'est pas comme si on n'avait pas eu de signes avant-coureurs, mais on était vraiment dans une espèce d'insouciance, de naïveté un peu. Vous savez, c'était pas la première maladie infectieuse qui apparaissait en Chine ou en Asie. Il y en a plusieurs qui se sont jamais rendus jusque chez nous. Puis on avait beau voir un peu ce qui se passait ailleurs dans le monde, on se préparait un peu, mais c'était très léger. On n'avait pas la tête à ce virus-là, ce qui fait qu'on a commandé de l'équipement de protection individuelle, des masques, des gants, des blouses pour les travailleurs de la santé très tard par rapport à ce que d'autres endroits ont fait dans le monde. On a été obligé de fermer beaucoup plus durement l'économie du Québec, notamment parce que on avait peur que la vague nous submerge parce qu'on l'a su à la dernière minute, la catastrophe s'en venait, alors qu'on aurait pu certainement étaler ça un peu plus, avoir un peu plus de mesures. Donc oui, on l'a pris, on a été surpris là, par l'ampleur de ce virus-là quand il est arrivé au mois de mars, même si on avait quelques petits signaux avant. On les a pas vraiment pris au sérieux. Puis vous avez eu accès à des dossiers, parce que, tu sais, évidemment, en tant que journaliste, vous avez fait un travail très étoffé. Qu'est-ce qui vous a le plus... disons, en faisant vos recherches, parce que vous êtes un analyste politique, donc déjà au quotidien, vous saviez des choses que peut-être le commun des mortels ne savait pas ou que les gens n'ont pas su. Mais qu'est-ce qui vous a, en poussant plus loin, peut-être encore plus, disons, consterné ou disons, qui vous a vraiment surpris sur cette pandémie, les premiers moments de la pandémie aussi, là? Bien, tellement de choses. Il y a beaucoup de procès-verbaux, de documents, d'échanges de courriels que j'ai obtenus pour retracer un peu la chronologie, la séquence de la crise, cette dynamique-là. Et j'avoue qu'il y a énormément de choses que je ne savais pas, même si de très près je suis la politique québécoise. Ce qui m'a le plus surpris, bien des choses honnêtement, mais l'une des choses qui m'a le plus surpris peut-être, c'est le fait qu'on avait un beau plan de lutte à la pandémie tout près, qui datait de 2006. À l'époque, c'était Philippe Couillard qui était ministre de la Santé. Donc, on avait grosso modo le plan de match, là, quoi faire en cas de pandémie, puis l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, puis on disait combien de personnes allaient tomber malades dans le système de santé, puis qu'est-ce qu'il fallait faire. Comment commencer par commander des gants, justement, des masques, des blouses, etc. Puis, il a été oublié, ce plan-là. Il n'a pas été mis à jour pendant les 15 dernières années, de sorte que la plupart des dirigeants du réseau de la santé avaient changé, n'avaient pas lu le plan. Avec la réforme du Dr Barrette de 2015 n'avait pas été intégrée dans le plan, donc on avait complètement changé la structure du ministère, c'était même plus la même qu'en 2006. Donc on avait un beau plan qu'on n'a pas pu utiliser parce qu'on ne l'a pas mis à jour, qu'on n'a pas été capable de faire les suivis nécessaires. Alors, c'est pas comme si on disait « Ouais, mais on n'avait pas de plan de pandémie ». On en avait un, mais comme il était désuet,
ben ça fait en sorte qu'on n'a pas pu l'utiliser. Ou quand on a commencé à le mettre à jour à la fin février, il était déjà trop tard. Le temps qu'on fasse les annexes et tout, on était rendu en mars, puis la catastrophe est arrivée. Ça, j'avoue que ça m'a surpris qu'on n'ait pas davantage pu utiliser un plan qu'on avait toutefois tout bien préparé et détaillé dans les années précédentes. Est-ce que le fait aussi, on en apprend dans votre livre, que le fait que certains ministres importants, en plus du gouvernement, là, appris par la voie des journaux traditionnels, par des sources d'information comme Radio-Canada et autres, ça, c'est assez... au sein d'un gouvernement où il est supposé avoir quand même un minimum de sources d'information, de communication entre les ministères puis entre justement les principaux ministres, on dirait que ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup... j'étais vraiment surpris beaucoup de ça. Là. Même au cabinet du premier ministre, à un moment donné, on s'est donné le mot d'ordre que tout le monde devait s'informer par soi-même, justement dans les grands médias internationaux comme le New York Times ou le Financial Times ou le Figaro, parce que on n'avait pas tout à fait confiance aux fiches d'information qui remontaient du ministère de la Santé. On les trouvait pas très élaborées. On les trouvait souvent en retard, en décalage par rapport à la réalité. Donc, le mot d'ordre au cabinet du premier ministre a été « informez-vous par vous-même ». Ne vous fiez pas seulement à ce qui remonte de votre propre machine dans vos ministères. Puis c'est vrai qu'on se dit, on aurait peut-être effectivement dû être un peu plus à jour là, sur les récents développements. Là, je parle évidemment de la période fin février, début mars, là, quand ça commence à brasser pas mal. C'est ça, au tout début de la pandémie. Là. Ouais. Il nous reste à peu près 3 minutes, un peu moins de 3 minutes. Donc, évidemment, j'ai 2 choses importantes avec les CHSLD, notamment. On a sous-estimé clairement l'impact et on a peut-être manqué d'attention sur ce que pouvait avoir c'est-à-dire la fin, donc sur les personnes âgées, donc l'impact que ce virus-là pouvait avoir sur les personnes âgées. On a sous-estimé la virulence du virus auprès des personnes âgées. On a sous-estimé le fait que les CHSLD allaient être atteints parce qu'on pensait que c'était les hôpitaux. Ce qu'on voyait ailleurs dans le monde, c'était des hôpitaux qui débordaient. Alors, on a voulu protéger nos hôpitaux ici, mais le virus est rentré dans les CHSLD, qui est notre maillon le plus faible, où il manque déjà beaucoup de personnel en temps normal, donc où le personnel fait des va-et-vient entre plusieurs établissements, qui ont contribué à répandre le virus. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps avant que les zones soient mises en place, les zones chaudes, les zones froides, les zones tièdes, pour protéger donc ceux qui n'avaient pas la COVID à l'intérieur des établissements. Dans certains endroits, ça a pris des semaines avant que ça soit mis en application. Au tout début, on disait aux préposés de ne pas porter de masque en présence des patients. Donc, évidemment, il y en a qui ont contaminé des patients. Bref, ça a été très désorganisé dans le réseau des CHSLD, la lutte à la pandémie pendant les premières semaines. Et là, il nous reste moins d'1 minute. Le ministre de la Santé l'a dit, on est dans une 3e vague. C'est pas une question de savoir quand, on est dans une 3e vague. Ouais. Et selon vos observations, selon votre expertise, est-ce qu'on a appris définitivement de cette 2e vague? Est-ce qu'on est prêt à faire face à cette 3e vague d'ici à ce que tout le monde soit vacciné? Puis qu'est-ce qu'on doit, pour les gens à la maison, savoir décoder pour les citoyens moyens? Là? Bien, on a beaucoup appris. La preuve, c'est que la 2e vague a beaucoup moins frappé les CHSLD que la première. Donc, on avait déjà amélioré le contrôle et prévention des infections. On avait plus d'équipements de protection individuelle. On avait formé 8000 préposés aux bénéficiaires pendant l'été pour venir donner un coup de main. Donc, on a appris, on a mis des choses en place, ce qui fait que la 2e vague a été moins meurtrière. Et la 3e devrait l'être encore beaucoup moins parce que les CHSLD sont tous vaccinés, les résidents, la grande majorité du personnel aussi. Même chose pour les travailleurs de la santé, la vaste majorité est déjà vaccinée. Donc, la 3e vague, elle risque d'être élevée en nombre de cas, mais peut-être moins en nombre de décès et d'hospitalisations par rapport aux 2 autres. Il faudra voir, hein? C'est toujours imprévisible, mais on apprend d'une vague à l'autre. Donc, celle-ci, elle existe, mais je pense qu'elle devrait frapper moins fort en termes de répercussions sur le réseau de la santé que lors des 2 premières vagues. C'est ce qu'on va souhaiter. Alex Castonguay, d'abord et avant tout, vous êtes un Lavallois. Oui. et auteur, analyste politique. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Vous êtes l'auteur, je rappelle, Le printemps le plus long, au cœur des batailles politiques contre la COVID-19. Et justement, souhaitons que les gens vont respecter les règles sanitaires pour éviter que ce soit encore un printemps qui soit trop long comme l'an dernier. Effectivement. Merci. Merci à vous.